Bienvenue dans le podcast VRV Patrimoine. Ça sera un podcast qui va s'adresser à ceux qui veulent parler business, qui veulent parler développement de leur patrimoine, le business plan. Quand tu lances une entreprise, tu le regardes dans le tiroir, mon gars. Tu regardes une fois, tu mets dans le tiroir. Je me rappelle avoir fait un business plan pour tel client. Est-ce que le business plan, c'est bullshit ou pas? Pour moi, tu vas droit à l'échec. En fait, il faut savoir aussi dire aux chefs d'entreprise, attention, ce que tu fais, c'est pas bon. Vous soyez tous entrepreneurs, on veut une France d'entrepreneurs. C'est génial sur le papier. Le patrimoine, à la fin, il est là pour récupérer le cash. Qu'est-ce que ça veut dire plein d'argent? Peut-être que plein d'argent, pour toi, ça veut dire 10 000. Pour moi, ça veut dire 20 000 par mois. Que sais-je? Assez souvent, on va être obligé de faire un business plan. Alors oui, business plan. S'intéresser à tous les domaines pour trouver sa voie. Foncez, n'écoutez pas les autres. Je suis heureux de vous recevoir autour de la table, les gars. C'est une première. On lance une nouvelle série. Et l'idée, c'est vraiment de donner le maximum de valeur à notre audience. On a fait une série plutôt autour des histoires des gens, autour des parcours des gens. Et là, le podcast, donc VRV Patrimoine, ça sera un podcast qui va s'adresser à ceux qui veulent parler business, qui veulent parler développement de leur patrimoine. Et on va rentrer dans plein de sujets que l'audience nous réclame. Et autour de la table, j'aurai deux acolytes qui seront là durant toute la série, durant toute cette émission, cette saison. Donc Nabil, qui va se présenter, mais qui est ancien banquier d'affaires et surtout aujourd'hui gestionnaire de patrimoine. Thibaut, qui lui était dans le back-office de VRV, qui a toujours été présent et qui est notre jeune étudiant en école de commerce. C'est lui qui va représenter un peu la jeunesse autour de la table et qui va nous poser des questions. Et on accueille un invité aussi autour de la table. Donc là, je te laisse te présenter. Merci Lionel, merci, ravi d'être présent parmi vous. Voilà, moi c'est Kevin Doman, je suis expert comptable, je suis spécialiste dans l'accompagnement des créateurs d'entreprises et puis des structures sur leur comptabilité, leur gestion, sur la partie conseil, juridique, comptable, fiscal, social. Je me fais un plaisir d'accompagner des entrepreneurs au quotidien et je suis ravi d'être présent parmi vous. Merci d'être autour de la table. Ce qu'on fait, parce que j'ai dit que vous allez vous présenter un petit peu. Je te laisse te dire quelques mots, Nabil. Oui. Et puis après, Thibaut, pareil. Et puis on introduit, on lance les choses, les gars. C'est parti, let's go. Merci beaucoup de m'inviter, Lionel. Un plaisir de faire partie de cette aventure. Ouais. Donc, moi, c'est Nabil Sali. Aujourd'hui, je suis gestionnaire de patrimoine. Avant, j'ai eu une expérience d'une dizaine d'années en tant que banquier d'affaires, ou en tout cas banquier avec comme spécialité d'accompagner les chefs d'entreprise de PME et ETI un peu partout en Île-de-France. Et j'ai trouvé hyper pertinent cette idée de faire ce podcast dédié au patrimoine et au business. Donc, ravi de faire l'idée, partie. elle vient de toi aussi. En fait, pour la petite histoire, on échange autour de la plateforme qu'on a lancée, All Star Business. Et puis, on est en train d'itérer sur des projets qu'on est en train de mettre en place. Et tu me dis, écoute, aujourd'hui, les gens, ils veulent des vraies réponses. On a très peu de personnes qui parlent vrai. On a beaucoup de gens qui nous donnent 2-3 éléments pour nous dire après, cliquez dans la description pour aller sur une formation, aller télécharger notre livre blanc, etc. Parce qu'en fait, on n'a que des vendeurs de formation. On ne les critique pas. Mais nous, on sait qu'on a une audience qui ne va peut-être pas passer à l'acte. On a envie justement de lever des barrières. Et nous, l'idée, c'est de leur donner des vrais conseils autour de la bonne humeur, autour d'une équipe sympa. Donc c'est l'idée. Exactement. En tout cas c'est une bonne idée et on est autour de la table aujourd'hui. Exactement. On a lancé le podcast et c'est le plus important. Et puis au fur et à mesure, j'espère qu'on pourra le faire progresser et surtout pouvoir répondre à des problématiques du quotidien, des choses qui arrivent réellement aux gens. Et puis essayer de faire gagner de l'argent un peu aux gens. Et faire gagner accessoirement de l'argent aux gens. Qui coffrent un peu, qui développent leur patrimoine. Exactement. C'est VRV Patrimoine, c'est l'idée. Exactement. L'idée. Thibaut. Et donc moi c'est Thibaut Caron, je suis étudiant, depuis 3 ans je suis arrivé en banlieue parisienne. Yep. Donc je vais enchaîner sur un master là l'année prochaine en école de commerce.
Et donc, je mets petit à petit des pieds dans l'entrepreneuriat. Donc, le fait de parler gestion de patrimoine, c'est forcément quelque chose qui va m'intéresser. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et puis, nous, on avait besoin aussi de quelqu'un qui y a un train, entre guillemets, d'apprendre et de développer, entre guillemets, sa pratique, mais limite, ouais. Développer, en tout cas, ses compétences. Et puis, tu pourras nous poser des questions. Moi, je vais être celui qui va représenter un peu les entrepreneurs. Nabil, un peu les banquiers et les gestionnaires de patrimoine. Côté finance. Donc, du coup, voilà. Toi, l'étudiant. Et on aura chaque fois un invité. Là, c'est Kevin sur la partie comptabilité, avec qui on va partager pas mal de choses. Je te laisse introduire parce que tu auras aussi le rôle de poser des questions. C'est ça. Tu auras aussi le rôle de mener un petit peu les débats. Le maître de cérémonie. Exactement, tu seras notre MC. Donc, vas-y, let's go, hein, vas-y. Eh ben, on est parti du coup pour le premier épisode. Donc, on va parler aujourd'hui grossièrement. On va aller sur la première étape, ça va être la création d'entreprise. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment notre premier épisode. Et donc, je vais vous lancer directement sur une question assez large. C'est, est-ce que l'idée, elle suffit pour se lancer ? Ok. Est-ce que l'idée se suffit pour se lancer ? Qui veut prendre la parole en premier ? Nabil, Kevin ? J'allais, c'est parti. Je me permets de la prendre. Vas-y. Mais oui, déjà, il faut... Alors, la question, c'est est-ce que l'idée suffit à lancer un business ou est-ce qu'il faut déjà une idée, hein, j'ai envie de dire, de manière assez classique, déjà se dire, bon, j'ai une idée, est-ce qu'elle me paraît pertinente, cette idée ? Et cette idée-là, comment je vais pouvoir la modéliser ? Comment je vais pouvoir l'expliquer à mon audience, à ma cible ? Et en fait, souvent, quand on parle d'une idée, un moment ou un autre, va falloir l'écrire. Et quand on écrit une idée, généralement, on se retrouve à un moment ou un autre à parler d'un terme qui s'appelle le business plan. Ok. Et ce fameux business plan que tout entrepreneur connaît, ou en tout cas a déjà entendu parler, Ouais. bah en fait, sans se rendre compte, on le fait de manière naturelle. En fait. C'est-à-dire que quand on discute de son idée avec les copains autour d'une table, à un moment ou un autre, les questions vont arriver et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Hein. Après, il y a des catégories et on a un spécialiste qui est là. Mais Nabil, quand tu dis ça, toi, tu dis qu'en gros, l'idée, quand on l'a, il faut la coucher sur le papier et ça va être l'outil qu'on va peut-être utiliser, ça va être le business plan. En tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup. Moi, ce que je dis, c'est que déjà qu'on a une idée, il faut commencer à en parler autour de soi. Il y a un peu cette légende, je sais pas si on peut appeler ça une légende urbaine, de dire ne dis pas tes idées, n'en parle pas. On se dit les choses entre nous. Des fois, même chez nous, on dit quoi ? On dit ça va être l'œil, on va te mettre l'œil. Et du coup, on n'en parle pas. Alors qu'en vérité, je pense que justement, pour commencer à tester avec peut-être tes premiers clients, avec peut-être ton entourage, il faut en parler de ton idée. Et pas que d'ailleurs à son entourage, il faut en parler à tout le monde pour voir la réaction des gens. Et si tu vois que les gens commencent à avoir une réaction, si tu vois que les gens commencent à s'intéresser à ton idée, c'est qu'ils commencent à tenir quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Je suis d'accord avec toi. Et Kevin, ce que tu en penses aussi, parce que souvent, on a des gens qui arrivent avec des idées, ils te disent j'en ai parlé à personne. Limite, ils te disent je te fais signer une NDA. comme ça, personne n'est au courant de mon Clause projet. de confidentialité, la NDA. C'est vrai, c'est ça. Voilà, du coup, c'est ce que tu en penses, toi ? On est souvent dans la méfiance, en effet, Lionel, comme tu le dis. Je pense qu'en effet, moi, je te rejoins totalement là-dessus. Il ne faut pas être méfiant. Ouais. Au contraire, il faut pouvoir échanger avec des personnes qui pourront être potentiellement inspirantes également pour toi. Pour toi, pour ton projet, voilà, jeune entrepreneur. L'idée, c'est vraiment de pouvoir essayer de s'entourer des bonnes personnes. Tout le monde a un minimum de relationnel, un minimum de réseau. Tu as parlé de la famille. La famille peut aider, en effet. Mais il y a également d'autres personnes avec qui on a été à l'école, par exemple, avec qui on a travaillé potentiellement. Donc des anciens collègues, des collègues potentiels actuels. L'idée, c'est de pouvoir essayer d'échanger pour pouvoir faire germer cette idée, comme tu l'as expliqué, comme vous l'avez expliqué. Et après, si jamais on arrive à avoir ne serait-ce que des bribes de réponses à nos questions, ça nous permet d'avancer. Mais rien qu'un peu, c'est déjà important pour pouvoir faire émerger cette idée. Et petit à petit, on va se dire potentiellement, OK, j'ai l'idée, est-ce que je me lance ? Ouais, c'est ça. Et ça, je pense que c'est aussi un cap important parce que au-delà de l'aspect idée, on a tous des idées, mais on s'est tous arrêtés au « ouais, non, c'est infaisable, je ne pourrais pas, etc. Voilà, donc
ces réponses que l'on peut avoir potentiellement ici et là, de par toutes ces personnes que l'on a autour de nous, ça nous permettrait potentiellement d'aller plus loin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je connais des gens, quand ils parlent de leur idée, ils nous disent quoi ? Ok, je t'en parle à toi, mais vraiment, je veux que tu n'en parles à personne d'autre, parce qu'ils ont peur que... Voilà. Et ensuite, il y a ce truc de se dire, c'est mon idée, elle m'appartient. Je leur dis toujours aux gens, le problème, c'est pas l'idée, c'est l'exécution. Ton idée, il y a sûrement plein de gens qui l'ont eu. Vraiment, il y a sûrement plein de gens qui l'ont eu. Mais l'exécution, c'est plus important. Et des fois, il y a même des gars qui disent, écoute, j'ai une idée, je t'en parle, pour voir si tu peux t'associer avec moi. Et limite, il est en train de te dire, on va partager ensemble la boîte, comme c'est moi qui ai eu l'idée, tu vas avoir 30 et moi, je vais avoir 70. Pronto, mon gars. Non, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais totalement. Ça arrive souvent, ces gens-là, tu vois, et tu dis, mais en fait, non, en fait, tu peux avoir l'idée que tu veux. Le plus important, c'est l'exécution. Il y a grave des gens qui ont pensé avoir, quand Internet s'est lancé, à monter peut-être des moteurs de recherche, mais Google, c'est l'exécution. Ils ont écrasé tout le monde. Nous aussi, on avait des Lycos, des Yahoo, je sais pas, voilà. Et c'est l'exécution. Et je pense que quand tu poses cette question-là, il faut vraiment se dire que une idée, ça se travaille avec son entourage, avec les gens qu'on estime qui pourront nous apporter quelque chose, même des fois avec des mentors, avec aussi des spécialistes. Justement, si on a dans notre entourage un comptable ou qu'un de nos amis nous conseille un comptable ou je sais pas moi, un banquier ou un avocat, ça va toujours nous aider à améliorer notre vision. Et puis, je dis souvent aussi sur les idées, je sais pas ce que vous en pensez aussi, c'est que si ton idée, personne n'y a pensé, c'est qu'il y a sûrement une raison. Méfie-toi. Moi, j'ai monté une boîte. Personne n'avait pensé. Je galère toujours avec cette boîte. Donc, des fois, voilà. Mais c'est exactement ça. Moi, ce que je conseillerais, moi aussi, à tous les porteurs de projets, et vous vous rendrez compte après, quand on rentrera dans le détail de tout ce qui est recherche de financement, de subventions, etc., c'est qu'à un moment ou un autre, on va vous demander, est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer, un test marché, si ça porte plein de noms différents, mais en gros, quelque chose, un prototype, quelque chose qui prouve que vous avez commencé à tester le marché. Aujourd'hui, tester le marché, c'est hyper important. Avoir des idées, c'est bien. Ouais, mais Nabil, quand tu dis ça, ça fait peur. Parce que du coup, moi j'entends ce que tu dis, ça c'est la réalité. Mais du coup, il y en a certains qui se disent, j'ai pas testé le marché, je sais pas par où commencer. Et comme je sais pas faire, je vais pas faire. Moi, j'ai souvenir, tu vois, là, j'ai la quarantaine. À l'époque, quand j'avais la vingtaine, me dire que j'allais faire une étude de marché, un business plan, ça me mettait dans un sale état. Parce que c'est très normé. Ouais. Ok. Et donc, du coup, vu que tu nous as lancé là-dessus, pour toi, tu as commencé à en parler un peu à tout le monde de ton idée. Et maintenant, tu dis, ok, c'est bon, il faut y aller. C'est quoi la première étape pour structurer ton business? Ouais, l'écrit, passage à l'écrit. Passage à l'écrit, s'entourer, aller voir, je te dis, des gens autour de toi que tu penses qui ont des compétences, et le business plan. Moi, je pense que le business plan, pas obligatoirement structuré comme on le pense peut-être en école. Je ne sais pas, vous, comment il est structuré. Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas moi, déjà un cadre déjà tout fait, on te dit tu le remplis, ou c'est un business plan que tu vas télécharger On avait eu cette question-là, justement, quand on discutait de ce premier podcast et du sujet. C'était de dire, nous, voilà, par rapport à nos âges qui sont différents et nos backgrounds qui sont tous différents, toi, en tant qu'étudiant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école sur la partie entrepreneuriat et sur justement ce sujet de business plan? J'ai envie de te retourner la question. Parce que nous, on a notre idée là-dessus. C'est vrai, vas-y. Alors nous, en soi, ce qui se passe, c'est qu'on nous bassine avec le business plan, comme quoi c'est hyper important, c'est primordial, sans ça, on ne peut pas monter de boîte. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend en réalité? Mais le pire, c'est qu'on ne nous apprend même pas à faire un business plan. En réalité, on nous apprend à faire un SWOT et un pestel. Pendant 3 ans, j'ai été en école de commerce. On n'a fait que ça, des SWOT, des pestels. À ça, par contre, on sait les faire nickel. Et bon, maintenant, tu demandes ChatGPT, il te le fait encore mieux que toi. Donc, au final, ça va. Bref. Et donc, du coup, au final, on ne sait pas comment lancer une boîte. Alors qu'on est en école de commerce, on ne sait pas comment structurer notre idée, on ne sait pas comment faire. Donc, ok, je veux bien faire un business plan, mais comment? Et du coup, comment on fait un bon business plan?
Vous, les comptables, on vient vous interpeller sur ça pour le business plan? Ah oui, assez souvent. Et j'ai envie de dire fort heureusement. Ah ouais? Bah, au final, en effet, en école, on peut apprendre certaines choses. Le SWOT, le PESTEL, ce sont des indicateurs, des outils qui sont importants. Mais je pense que ça ne fait pas tout. Un business plan, c'est assez souvent un document que nous, on va établir dans des cabinets d'expertise comptable, où on va structurer les différentes idées. Donc, on revient sur l'idée dont on parlait tout à l'heure. On va structurer les différentes idées que peut avoir un entrepreneur face à nous et on va essayer de cadrer tout ça. Donc, on va essayer de rentrer dans certaines cases toutes les idées qu'a l'entrepreneur. Ok, tu penses faire tant de milliers, de centaines de milliers de chiffres d'affaires. Alors, je t'interromps. Bien sûr, oui, je t'en prie. Tu vas regarder la viabilité, la faisabilité du projet, mais pour un projet qui n'a pas de data, qui n'a pas de comparaison. De comparaison, merci Nabil. Comment vous faites? Bah, on va, à partir de ce moment-là, si on n'a pas de data, là, tu vois, tu m'enlèves l'herbe sous le pied, puisque tu me dis qu'il n'y a pas de chiffres. Je suis expert comptable, n'oublie pas Lionel, ça me déboussole un peu, tu vois. Non, tu vois, un restaurant, ok, une épicerie, ok, je sais pas, tu veux ouvrir des salles de sport, ok. Tu veux ouvrir... Start-up avec un produit innovant. Ouais. Elle va passer par la case business plan, et peut-être même plus que les autres activités que tu as décrites juste avant. Parce que justement, une start-up, potentiellement, va demander aussi des financements. Et pour demander un financement, un organisme financier, une banque par exemple, Nabil pourra en parler, va demander un business plan. Alors, le business plan, ça s'articule en deux parties. J'ai parlé en effet de la partie chiffrée. J'ai parlé de la partie... Je vais mettre des idées dans des cases et je vais essayer de structurer tout cela. Mais il y a également la partie amont où j'explique mon projet. Et je pense que pour une startup, c'est ça qui est important. C'est toute la partie explicative du projet. C'est-à-dire, j'ai telle idée, je souhaite l'étudier de telle manière, structurer un produit ou un service de telle manière, le proposer de telle manière sur le marché, via tel canal, via tel... réseau social, via tel marché, via une boutique telle plateforme, physique, telle plateforme, exactement, merci. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, l'explication du projet est tout aussi importante que la partie chiffrée. La partie chiffrée, assez souvent, on va avoir des indicateurs clés sur lesquels il ne faut pas déroger. Donc, nous, on intervient beaucoup sur cette partie-là, expert comptable, en disant, voilà, très bien, tu me parles de tant de chiffre d'affaires, tant de charges, ça me fait tant de résultats. On voit qu'on a un résultat sur 3 ans qui est positif, on est content. Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Est-ce que aujourd'hui, dans ton cabinet de comptable, tu peux dire que, entre guillemets, tous ceux qui avaient un business plan, ça leur a permis vraiment de réussir? Voilà, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a certains qui n'ont pas de business plan et ils réussissent. Bien sûr. Et il y en a qui ont des business plans et ils se plantent. Ouais. Donc, le business plan, tu vois, est-ce que c'est pas plutôt pour se rassurer soi-même? Est-ce que c'est pas un peu bullshit? Je sais que Nabil et moi, on en avait discuté. C'est un gros sujet. Hein. Je veux dire, on est 4 autour de la table. On va avoir 4 avis différents sur le sujet. Vas-y, dis-moi ton avis. Moi, par contre, autant te dire en tant qu'ancien banquier, j'en ai vu du business plan, bien que j'étais pas trop dans la phase de création. Moi, j'étais déjà sur de la PME existante, donc j'ai pas eu trop de sujets business plan. Mais quoi qu'il arrive, on en a eu. Et honnêtement, aujourd'hui, moi, le business plan, c'est juste... Moi, ça me permet de me dire, si demain, je dois prêter de l'argent à quelqu'un, ça permet de me dire qu'il a fait l'effort intellectuel de poser les éléments sur un papier et de se dire, voilà, je suis capable de te parler de mon business de manière chiffrée, comme l'a dit Kevin, mais je suis aussi capable de te le pitcher. Parce que le pitch, ils savent le faire. Généralement, la personne, elle est dans son projet, elle va te le pitcher avec beaucoup de sentiments, beaucoup de volonté, d'envie de dire que elle a le super projet de l'année. Ça, c'est ce parti-là, je m'inquiète pas trop là-dessus. C'est plutôt sur la partie chiffrée, où là, quand vous avez un banquier en face de vous... regarde, je t'interromps. Le business plan, quand tu lances une entreprise, tu le regardes, tu le mets dans le tiroir, mon gars. Tu regardes une fois, tu le mets dans le tiroir. Tu ne calcules même pas. Mais est-ce qu'après, derrière, le comptable ou le banquier, vous allez te dire, tiens, on avait fixé tel objectif à N+2, N+3. Jamais. Côté banquier, jamais. Ah. Côté expert, je pense qu'on est parti. On va bousculer un petit peu. On va pas se mentir là autour de la table. On le regarde, mais très rarement. Sincèrement, arrivé au premier bilan, on se dit ok, où est-ce qu'on en était au business plan? Je me rappelle avoir fait un business plan pour tel client. Et ben, on va pousser la démarche jusqu'au bout. Ok, on arrive à l'établissement du premier bilan et puis on compare. Ok, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? Encore une fois, si jamais on avait dressé un business plan réaliste, et là je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que le business plan c'est bullshit ou pas? Assez souvent,
on met des chiffres parce qu'il faut faire passer un financement. Et donc, assez souvent, on maquille peut-être un petit peu ce support que l'on va fournir aux différents organismes. Pour aller voir les banquiers. Exactement. Désolé, Nabil. C'est exactement ça. En fait, on est dans un écosystème qui t'oblige aujourd'hui, en tant que start-up ou en tant que boîte qui cherche à se développer, à maquiller la mariée, tout simplement. C'est-à-dire de donner envie aux financeurs, à tout l'écosystème du financement de la boîte, de leur donner envie d'y aller. Parce que concrètement, moi, au bout d'un an, au bout de 2 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est que je regarde les comptes en tant que banquier, je regarde les comptes, je regarde le niveau de trésorerie de la boîte et je regarde s'ils remboursent mes crédits. Je ne vais pas aller regarder le business plan. Le business plan, je vais aller le regarder si je vois qu'ils ne remboursent pas mes crédits et je vais aller dire après, mais monsieur, vous ne respectez pas votre business plan, donc c'est une condition pour dire on arrête la relation ou on fait un point un peu plus musclé sur la relation financière qu'on a ensemble. Moi, tu vois, j'ai eu des gens qui m'ont posé la question pour lancer mon projet. Je commence par quoi? Effectivement, tu parlais de rédiger l'idée, d'en parler, de bien la présenter. Donc moi, je dis une phrase que je répéterai souvent peut-être dans le podcast, mais c'est que j'estime que l'écrit précise la pensée. Et donc je dis aux gens, tu sais pas écrire, tu galères peut-être même à t'exprimer, prends un stylo, écris avec tes mots. De toute façon, ChatGPT, il va te corriger après derrière, c'est tranquille. Écris avec tes mots, écris ce que tu penses, ta vision, et partage-la. Et une fois que tu fais ça, après, il y a une partie effectivement financière. Et le business plan, effectivement, il y a le tableau de trésor, le compte de résultats, le BFR, le fonds de roulement. Bon, voilà. Juste déjà fait un tableau recettes, dépenses, ou dépenses-recettes, plutôt dans ce sens-là, et sur l'année, et tu vois à peu près comment tu vas lancer ton projet. Et là, tu peux y aller. Je dis pas qu'on peut pas. Je dis pas qu'on peut pas faire un business plan. En tout cas, qu'il faut pas faire un business plan. Non, il faut le faire. Et d'ailleurs, si le comptable le propose, il faut y aller. Tu vois, et dire au comptable, est-ce que tu peux m'aider sur ça? Parce que j'ai besoin d'apprendre ou j'ai besoin de découvrir, tu vois. Mais sinon, il faut pas que ce soit une barrière. Parce que tu vois, il y en a certains qui se disent, faire un business plan, faire une étude de marché, vas-y, c'est trop long. Je sais pas comment faire, je sais pas par où commencer. Mon idée, j'ai envie de la lancer, tu vois. J'ai un exemple très concret là-dessus, moi, quand j'étais en banque. Honnêtement, si la personne en face de moi, le porteur de projet, n'était pas capable de m'expliquer les chiffres qu'il avait mis dans son business plan, c'était fin de l'histoire. À la limite, c'était contre-productif. En fait, ce qui s'est passé, et Kevin me le dira, c'est que parfois, il se décharge sur l'expert comptable en disant voilà mon business, voilà mon pitch, je te laisse gérer la partie chiffrée. Et ensuite, quand on se retrouve autour de la table pour discuter du besoin et pourquoi on en arrive à ce besoin-là, ce montant-là, incapable de vous l'expliquer. Donc comment voulez-vous, en tant que banquier, en tant que financeur ou même en tant qu'investisseur, je me mets même pas côté prêteur, côté investisseur, quelqu'un qui voudrait mettre de l'argent dans votre boîte, comment vous allez lui donner envie d'y aller si vous n'êtes pas capable de lui dire d'où sortent les chiffres? D'où sortent les chiffres, ouais. Donc oui, business plan bullshit, mais pas tant que ça en fait. Ouais, mais là, on parle de gens qui veulent parler à des institutions, des investisseurs, des banques, même aller chercher une subvention, alors qu'en vérité, si tu te dis, voilà, moi, j'allais chercher ma clientèle, tout à l'heure, on parlait de réseaux sociaux, de canaux de diffusion, de distribution propre à toi. T'as vu, t'es pas obligatoirement obligé d'aller prouver à quelqu'un. Alors, c'est vrai que même des fois, pour un local, on peut te demander c'est quoi ton affaire, etc. Mais honnêtement, une fois que tu as ton local, si c'est du physique ou si tu as ton site internet, tu peux lancer ton truc sans business plan. Alors après, peut-être ils vont arriver chez toi, tu vas galérer à structurer le truc, tu vas dire c'est n'importe quoi. Non. Les gars, vous dépensez plus que vous dépensez, le stock, il y a un problème. Alors c'est ma position. Peut-être que d'autres confrères auront d'autres positions. Mais moi, de mon côté, en effet, si un client, un porteur de projet vient me voir, vient me solliciter, qu'il n'a pas nécessairement besoin de business plan, s'il en veut un, avec grand plaisir, on peut l'accompagner. Mais s'il n'en a pas nécessairement besoin, parce qu'il maîtrise potentiellement son activité du fait de son expérience passée, du fait de la connaissance d'un marché ou d'un territoire sur lequel il souhaite s'implanter, évidemment qu'on peut avancer sans faire ce document et ce support-là. Tu dis un truc intéressant, tu dis la connaissance du marché. Tu vois, quand tu poses ta question, Thibaut, quand tu dis, ouais,
est-ce que l'idée suffit à lancer le projet? Moi, ce que je dis, c'est que ça soit finalement un bon business plan bien rédigé que tu vas présenter à un banquier, que ça soit un projet, une étude de marché bien rédigée. Ce qu'on va regarder surtout, et vous allez me dire si c'est vrai ou pas, c'est si la personne elle maîtrise son business et elle connaît son business. Moi, je connais des gens, des fois, ils se lancent dans des business, ils n'ont aucune, aucune expertise. Ils ont rien dessus, ils disent ouais, bon, vas-y, on va faire un hôtel, les gars. Non, les gars, non, les gars, c'est pas comme ça. Et du coup, effectivement, quand on va aller voir un banquier ou même un comptable, il va te dire bon, est-ce que tu es au courant que quand tu vas monter un hôtel, il y a ça à prendre en compte, il y a des autorisations, il y a etc. Et on se rend compte que des fois, il y a des gars qui se lancent avec aucune expertise. Et si j'ai un conseil à donner, c'est plus simple de se lancer dans un business où on a quand même une partie de l'équation en maîtrise. Mais ça n'empêche pas que je ne suis pas sûr que Elon Musk, quand il dit il va faire Tesla, il sortait, je crois, de PayPal, hein, lui. Hein. Tu vois, c'est deux mondes différents. Bon, après, voilà, on parle d'Elon Musk. Mais en fait... je pense qu'il a su s'entourer, surtout Elon Musk. Je veux dire, il arrive à un tel niveau qu'il a su, en fait, lui, la grosse différence qu'il a, au-delà du fait que ce soit quelqu'un qui, je pense, est un génie, parce qu'il arrive à créer des concepts de nulle part et à les rendre rentables, ce qui est extraordinaire. Je veux dire, il copie pas, il crée. Donc vraiment, pour moi, on est dans le vrai entrepreneur, c'est ça. C'est quelqu'un qui copie pas. Il y en a certains qui disent que des fois, il a récupéré des concepts qui étaient dans des cartons. Et après, en tout cas, il a réussi à les rendre... l'exécution. Voilà. Encore une fois, on parlait de l'exécution tout à l'heure. Il a réussi à faire quelque chose que peu ont réussi à faire. Et ça, c'est énorme. Mais par contre, pour nous, dans notre quotidien à nous, et de manière concrète, aujourd'hui, comment se lancer dans un marché quand on ne le maîtrise pas? Enfin, ça me paraît une évidence. Mais je suis d'accord. Aujourd'hui, on entend parler. Ils sont déterminés. On entend ils ont parler. Des rêves. Ils voilà. disent, je vais faire ça, je vais faire ça. On est au café du commerce, on écoute, on entend quelqu'un qui dit que dans tel business, il y a de la rentabilité, mais on ne va pas plus loin. Non, en fait, aujourd'hui, regarde, je te donne un exemple. Il faut aller plus loin. Un exemple concret. Le comptable, désolé pour le micro, Kevin va nous dire, il n'a pas vu plein de boîtes comme ça se créer. Il y a souvent des opportunités dues à des lois qui passent et... Quand il y a eu la transition énergétique, là, il y a eu plein de boîtes qui sont créées autour des chaudières, autour des... comment on appelle ça quand tu... des panneaux solaires. L'isolation. Ouais. Les mecs, ils viennent même pas de ça, de ce milieu-là. Les gars, ils avaient des Grecs. Non, je te jure, les mecs, ils avaient des Grecs. Ils se sont dit, vas-y, il y a une opportunité, on y va, les gars. Let's go. On est dans la gestion de chaleur dans les Grecs. Mais du coup, tu fais comment quand tu vas arriver au cabinet? On va évidemment lui poser des questions sur son parcours, sur son background, mais nous, on est là pour essayer d'aider au maximum la personne qui est en face de nous. On ne va pas le juger parce qu'il avait telle ou telle expérience auparavant. Alors évidemment, comme tu le dis, Lionel, c'est important. Bien sûr que c'est important. On se dit, si une personne a de l'expérience dans tel ou tel domaine, ça va forcément apporter un plus à son projet. Mais sincèrement... On est aussi dans une phase, si je puis dire, quand on écoute le projet de quelqu'un, de se dire, allez, on va essayer de l'accompagner au mieux, on va essayer de lui donner les clés pour que lui puisse mener à bien son projet. Et puis, avant tout, dans ce genre de cas, c'est la motivation qui fait la différence. C'est pas tant ses compétences, ses connaissances, puisque n'importe quelle personne peut réussir, dans l'exemple que tu viens de citer, dans la restauration rapide, et ensuite faire de la transition énergétique. Alors évidemment, parfois on se pose des questions. Moi-même, je me pose des questions. Je ne vais pas faire la fine bouche, mais voilà, ce n'est pas notre rôle, si je puis dire. Ok. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que je trouve que le conseil, c'est super important. Nous, effectivement, quand on pense à créer, on a créé une petite plateforme qui s'appelle All Star Business. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro, tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous. Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera. Plus d'infos dans la description.
Retour à la vidéo. Avec cette idée de mettre en relation les gens avec les meilleurs dans nos réseaux, que ça soit le meilleur comptable, le meilleur banquier, le meilleur monteur vidéo, etc. On se rend compte que quand tu lances ton projet, tu es un jeune entrepreneur, le conseil, c'est important. Moi, je dis ça parce que on en parlait un peu en off. Moi, quand j'ai découvert alors, je sais pas si c'est toujours le même cabinet de comptable dans lequel tu bosses ou que voilà. En tout cas, quand j'ai découvert l'application Time, à l'époque, c'était un cabinet de comptable qui ne faisait pas trop de conseils. Et du coup, ça faisait partie des raisons pour lesquelles je disais, hey, je reste avec vous parce que vous avez une application, elle est folle. Et moi, elle me simplifie la vie, elle est fluide. Plutôt d'aller sur l'application de mes banques, je regardais les trucs qui arrivaient. Là, je trouvais toutes les infos. Mais il n'y avait pas assez de conseils. Et je me rappelle, je parlais avec du coup la chargée de mes comptes, Audrey Gostoli, si je ne dis pas de bêtises. Gostoli, tu vois. Je ne suis pas loin. Je lui disais, j'ai besoin de conseils. Du coup, aujourd'hui, comment maintenant le comptable accompagne l'entrepreneur qui démarre? Parce que moi, j'ai démarré à l'époque, en 2016. Comment il accompagne? Comment vous faites? Alors, c'est marrant que tu me parles de ça, en effet, parce que ça fait à peu près 6 mois que du coup j'ai quitté le cabinet. J'ai ouvert ma propre structure. Ok. Donc voilà, mon propre cabinet d'expertise comptable. Lourd. Voilà. Et par contre, j'ai travaillé en effet pendant 10 ans au sein du cabinet que tu cites. Donc avec notamment Audrey Gostoli, qui était une de mes collègues et d'ailleurs que je salue, si jamais elle sera amenée à regarder ce podcast. En fait, comment est-ce que l'on fait finalement? On va essayer d'accompagner l'entrepreneur en l'écoutant d'abord son projet. Il va nous faire part de toutes ses envies, ses motivations, si je puis dire, comment est-ce qu'il va mener à bien son projet. Nous, on va essayer de lui expliquer comment est-ce que tout cela va se passer au niveau comptable, fiscal, social, potentiellement juridique. On va l'accompagner s'il est sur un projet de création de société, quelle est la meilleure forme juridique pour lui, adaptée à son statut personnel. On va étudier également la partie foyer qu'il peut avoir, puisqu'il peut y avoir des impacts sur son foyer, que ce soit fiscal ou social. Et derrière, ensuite, on va essayer de lui mettre les meilleurs outils. Donc, tu as cité Time. Ouais. Je suis très content que tu parles de Time, puisque j'ai travaillé durant 4 ans chez Time. J'ai été chef de projet chez Time. Également, je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire. Non, mais c'est une coïncidence de fou. Je ne fais plus partie du groupe, donc je peux parler assez librement de tout cela. Donc, j'ai été chef de projet chez Time en tant qu'expert comptable. Donc, moi, j'apportais, si vous voulez, un œil métier, d'experts métiers au sein des équipes des développeurs informatiques. Donc, en fait, tout ce qui est outils de facturation que Time propose, outils de connexion bancaire et puis de gestion des documents que Time propose, ce sont des outils sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Et donc, ce sont ces outils aujourd'hui que moi, au sein de mon cabinet, mais bien d'autres cabinets confrères également, proposent à leurs clients. Et je suis ravi, en effet, d'entendre que tu me dis que c'était une tuerie, parce que ça veut dire que ça facilitait ton quotidien d'entrepreneur. Totalement. Même pour te dire, aujourd'hui, j'ai plusieurs boîtes et elles ont toutes un compte Time. J'ai une asso, elle a un compte Time. Je peux préciser qu'on n'est pas sponsorisé par Time. D'ailleurs, je parle d'eux, mais parce que j'ai trouvé en fait, et c'est important, et on peut en citer peut-être d'autres aussi qui sont aussi sympas, plateformes, mais je trouvais que c'était une plateforme pour moi en termes d'ergonomie qui me rassurait et qui me permettait de me sentir à l'aise. Tu sais, quand j'entends parler Kevin sur le fait de se dire ils accompagnent sur une forme juridique, moi, je pense qu'il est même important, avant de parler de la forme juridique, de penser à qu'est-ce qu'on veut faire de la boîte. Je vous dis, je rentre dans le vif du sujet. C'est des conversations que j'ai avec certains entrepreneurs. On se met autour de la table, on dit, bon, ce projet-là, c'est pour faire quoi? Donc, et tu me diras, Nabil, si tu as déjà entendu des gens parler de ton ça, parce que toi, je sais que tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs. À un moment, on se dit quoi? On se dit, est-ce que cette boîte-là... Alors, on a plutôt 5 manières de voir l'entreprise. Est-ce que cette boîte-là, ça va être une start-up? Donc, moi, comment je définis une start-up? C'est quoi? C'est, en général, un marché très profond. On sait qu'il y aura une très grosse croissance,
même une hyper-croissance. On sait qu'on va aller sur un produit où il y aura de la scalabilité, où on va avoir effectivement des coûts qui vont être maîtrisés et qui vont permettre de toucher le maximum de personnes. Et ça veut dire qu'on va bosser et on va être dans une cave pendant 6 mois à bosser comme des tarés pour que le projet il sorte et le défendre. Et après, on va penser à aller voir des banquiers d'affaires, on va aller penser à aller chercher des fonds parce qu'en général, on va aller sur des choses qui vont demander beaucoup d'argent. Mais le but de la start-up, c'est un peu viser les étoiles, d'accord ? Tu y arrives, tu n'y arrives pas, au bout de 5 ans, tu disparais pas, voilà. Ensuite, un type de structure. Deuxième type, je vous dis après, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Deuxième type, ça va être les structures un peu familiales. On se dit, ok, je donne l'exemple souvent de la boulangerie ou encore d'une exploitation agricole où on se dit, tout le monde va y travailler, la cousine, l'oncle, la tante. On va faire en sorte que tout le monde soit bien. Le but, c'est pas obligatoirement d'engranger du CA. Le but, c'est que le confort soit garanti, que la qualité de vie soit garantie, qu'on puisse mettre à l'abri les siens. D'accord ? Après, il y a la boîte où je disais à Thibaut, j'appelle ça, moi, le robinet. En gros, on veut la tordre, limite à la limite de l'ABS. Dire qu'on est limite sur tout, d'accord ? Le but du jeu, c'est, on se dit, je cherche pas, tu te bouges des oreilles, bah ouais, je sais, mais tu cherches pas en fait à la faire développer plus que ça. Le but, tu n'as pas l'ambition de la start-up, t'as pas l'ambition de, voilà, c'est tirer dessus. C'est du court terme en fait. C'est du court terme, exactement. À 2-3 ans, on profite de l'opportunité. Tu profites de l'opportunité. C'est un peu comme les boîtes dont on parlait dans la transition énergétique, voilà, où ils essayent de réduire les coûts à un max et faire le maximum de profit. Et d'être limite surtout, mettre tout dessus. Limite, ils mettent les vacances dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça, que c'est du ABS, parce qu'il y en a qui vont trop loin. Et ensuite, la quatrième, ça va être la boîte plutôt avec cette idée de se dire, je veux la développer, j'ai une vision un peu à l'international, le développement, on veut être grand, et on prend le temps. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, on ne se dit pas on va prendre les dividendes comme l'ABS, on dit on va réinvestir, ou encore comme la famille qui se dit, tiens, on va mettre de la SCI, on va développer le patrimoine. Non, on se dit, je vais développer, je vais aller... Mais pas comme la start-up, en mode tranquillement, from scratch, on développe. Et la cinquième, c'est celle où on essaye de bien habiller, bon pitch, bon business plan. On l'a créé, elle est sympa, le logo, il est sympa, il y a des photos, il y a tout. Et en fait, le but du jeu, c'est de faire un exit. Exactement. Tu vois, c'est de la vendre. Tu vois, il y a 5 types de boîtes. Et donc, moi, je pense que les gens, il faut qu'ils se posent cette question-là avec leur associé quand ils démarrent une boîte. Parce que s'ils ne se posent pas cette question-là, à un moment, il y aura celui qui dit, écoute, moi, je suis venu dans l'aventure. C'est pour faire un exit. Les gars, je ne suis pas venu pour... voilà. Et puis, il y a l'autre qui se dit, moi, j'ai venu, c'est pour la famille, c'est pour être tranquille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ok, mais du coup, on peut se poser la question, pour le banquier ou pour l'expert comptable, vous, en face à un projet, c'est quel type de structure vous préférez ? Est-ce que, je suppose que vous n'allez pas préférer le robinet qui fait l'ABS, etc. Mais du coup, ce serait quel type d'entreprise que vous préférez ? Du coup, moi, en fait, pour vous expliquer un peu, c'est que moi, aujourd'hui, je suis plus banquier. Je suis gestionnaire de patrimoine. Mais comment je suis passé de banquier à gestionnaire de patrimoine ? C'est parce que les deux sujets sont intimement liés, en fait. C'est-à-dire qu'on part d'une boîte, mais quand on crée sa boîte, généralement, 9 cas sur 10, c'est quand même pour en vivre, pouvoir faire quelque chose qu'on aime, pouvoir en vivre. Et après, avec cette structure, soit faire un exit, soit la développer et pouvoir la transmettre à ses enfants. Mais en tout cas, il faut considérer que quand on crée sa structure, peu importe la forme, c'est l'objectif, comme tu disais Lionel, c'est que derrière, je puisse en vivre, tout simplement. Moi, je pense qu'on a un devoir de conseil, nous, tout l'écosystème là, autour des chefs d'entreprise. On a, je pense, un devoir de conseil qui est de dire, attention, là, ton business, là, pour moi, tu vas droit à l'échec. En fait, il faut savoir aussi dire aux chefs d'entreprise, attention, ce que tu fais, c'est pas bon. Okay. On est peut-être dans le jugement, mais de lui dire, attention, ce que tu fais, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une vague de... faites tous du business, soyez tous entrepreneurs, on veut une France d'entrepreneurs. C'est génial sur le papier. Sauf que derrière, on a des vies en jeu, il y
il y a des situations économiques qui ne sont pas les mêmes entre les gens. Il faut pouvoir payer son loyer, pouvoir payer son crédit. Donc, quand on se lance dans un business, il faut se rendre compte qu'il y a un très, très fort taux d'échec. Ça, faut le redire, il faut le répéter. Okay. C'est pas pour dire ne faites pas de business, mais c'est juste pour dire la réalité des choses. C'est-à-dire qu'on rentre dans un système qui n'est pas simple, très concurrentiel, où il y a énormément d'acteurs et d'éléments qui sont extérieurs à votre business, à votre dynamisme, votre motivation, qui peuvent faire que votre business va échouer. Ce ne sera pas forcément de votre faute. Mais donc, avant même de parler de structure, etc., c'est que votre business, c'est votre patrimoine de demain et d'aujourd'hui. C'est lié. Tout est lié. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont mis énormément d'argent dans leur business en se disant, voilà, j'ai eu une première carrière de salarié, j'ai bien gagné ma vie, maintenant je vais faire all-in dans ma boîte et tout va bien se passer. Attention, c'est un business qui est compliqué. Mais du coup, tu préfères quoi comme business ? J'en ai proposé 5. Tu préfères quoi ? Moi, je suis plus dans le business avec une croissance. Parce que là, c'est peut-être ma déformation de banquier. Hein, mais je préfère une croissance régulière avec de la marge. Encore une fois, moi, je vais regarder ta capacité à créer de la marge et à capacité à créer du cash. D'accord. Est-ce que ta boîte, elle est capable de créer du cash dans le temps ? Moi, faire du cash du jour au lendemain et après, on ne se revoit plus, aujourd'hui, c'est pas mon... Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, quand tu dis qu'il y a deux choses qui s'opposent. Le gestionnaire de patrimoine, il sera effectivement plus en train de se dire je vais créer une boîte un peu pérenne, alors que l'ancien banquier d'affaires, il se disait la start-up... Je la crée, je revends. Ou celle que je vais faire un exit. Oui, mais les deux sont liés, parce que le gestionnaire de patrimoine, à la fin, il est là pour récupérer le cash. Donc lui, que ce soit tout de suite ou demain, exactement. Et faire développer le patrimoine. Et faire développer le patrimoine. J'ai eu des clients qui étaient jeunes, qui ont fait un exit, qui ont pris du cash et qui après ont fait des business beaucoup plus classiques. Comme j'ai des clients qui sont des ça fait 25, 30 ans, 35 ans, qui ont créé leur boîte, qui aujourd'hui sont de belles PME familiales et qui me disent, écoute Nabil, moi, une croissance de 2, 3, 5% par an, avec une masse salariale bien maîtrisée et des charges fixes qui sont maîtrisées et une partie de mon cash qui sert à investir, ça me suffit largement. Ça me suffit largement. Mais tu vois, moi, je pense que c'est plus important de penser à ça qu'à ton business plan, d'accord ? À penser effectivement où tu es avec ton entreprise, tu vois ? Et qu'est-ce qu'elle va t'amener ? Et voilà. Et comment tu vas pouvoir en vivre ? Parce qu'aujourd'hui, on est caché derrière des images de personnes qui ont réussi, qui ont créé leur boîte et qui, au bout de 2 ans, l'ont revendue, ont pris des millions. C'est une minorité. Kevin, t'en penses quoi, du coup, toi ? C'est difficile comme question. C'est vrai que comme tu décris le tableau, finalement, avec les 5 types, si je puis dire, d'entreprises, d'ailleurs, c'est assez exhaustif. Hein, c'est moi qui les ai créés lors d'une conversation avec des gars. Ça a l'air quand même assez exhaustif. Ouais. Alors, j'imagine que potentiellement, il peut y en avoir d'autres. Mais en tout cas, si on s'arrête sur ces 5-là, j'aurais pas de préférence à dire je préférerais accompagner tel entrepreneur plutôt que tel entrepreneur, puisque dans tout ce panel, finalement, de typologie d'entreprise que tu as cité, il peut y avoir des projets tout aussi variés, tout aussi intéressants à accompagner. C'est là où ça fait aussi la richesse de notre métier l'expert comptable, c'est qu'on rencontre tout type de projet. Et c'est là où c'est intéressant. Maintenant, assez souvent aussi, c'est vrai que ce sont des questions que l'on ne se pose pas, que l'entrepreneur ne se pose pas. Comme tu as dit, on va peut-être se dire « Ok, je vais établir un business plan avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire une projection sur 3 à 5 ans. » Mais on ne se dit pas « Qu'est-ce que je veux faire ? Comment est-ce que je souhaite vivre de ma société ?» C'est vrai que ça c'est assez intéressant comme remarque, je trouve, en tout cas. Et dans ma courte carrière, si je puis dire, on ne l'est pas assez posé, finalement. Donc voilà, ça peut être en effet un point intéressant à mettre en avant. Pourquoi je parle de ça ? Parce que quand tu dis comment on crée une entreprise, on la crée rarement seul. Alors, il y a des solopreneurs et qui fonctionnent bien, mais souvent, quand on va aller loin, c'est plutôt à plusieurs. Comme on dit, tout seul, tu vas vite, et à plusieurs, on va plus loin. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises, et tu me diras, je ne sais pas que ça représente combien à peu près les entreprises qui sont avec plusieurs... du coup, associés avec un seul associé. Ouais, sincèrement, je pense qu'on n'est pas loin de la parité, 50-50. Ouais, 50-50. Ouais. En tout cas, dans ce que j'ai pu rencontrer, moi. Ok. Voilà. Parce que je dis ça parce que souvent, dans les histoires que j'entends, ou en tout cas, quand je croise des potes à moi qui ont monté leur projet, il y a toujours ce problème avec son associé. Et on se rend compte que ce n'est pas obligatoirement des vrais conflits, genre... le gars, il a volé dans la caisse ou il a fait une dinguerie. Non. Souvent, c'est un problème de vision. Tout à fait, ouais. C'est un problème de vision. Et que l'autre, il se disait, les gars, tranquille.
Là, vous êtes là, moi, j'ai plus de vie. Moi, je vais rentrer chez moi le samedi, je vais voir ma femme, je vais voir mes enfants. Et ils disent, non, les gars, on est dans la cave, on est comme Elon Musk, on bosse comme des tarés. Et donc, du coup, on va, tu vois, il y a un problème de... Vas-y. Mais on est dans une... Quand on s'associe, il faut savoir que le business, enfin, créer un business, c'est aussi une aventure humaine. Et tout à l'heure, ce qu'on se disait, c'est que, attention, je veux dire, demain, on s'associe, toi et moi, mais on n'a pas la même situation familiale. J'ai des enfants, j'ai peut-être des charges fixes qui sont plus élevées que toi. Bien sûr. Donc, j'ai peut-être besoin de gagner de l'argent plus rapidement que toi. Peut-être que toi, tu as déjà une première expérience entrepreneuriale où tu as pu gagner de l'argent. Et donc, du coup, si ce projet-là, il doit se développer en 3-4 ans, ça ne te dérange pas. Attention, comme tu disais, à la vision entre deux associés. C'est facile de s'associer. C'est pas très compliqué en soi de s'associer. Par contre, attention aux visions que vous avez. Et justement, peut-être dès le départ, faire un focus sur... Clairement, se dire, écoute, moi, j'ai besoin de combien pour vivre tous les mois ? Ah ouais ? Et moi, je pense que ça, on ne fait pas assez l'info. Moi, je pense que dès le départ, il faut se le dire parce que se faire une vision sur un projet, sur un business en se disant, ouais, on va faire plein d'argent, je sais que ça va marcher, il n'y a pas de problème, c'est facile. Mais dire les vraies choses, ça, là, je sais que ça fait mal de le dire, mais il faut se le dire. Parce que ça, c'est ce qui, pour moi, ce qui fait que l'association souvent ne fonctionne pas. C'est pour des histoires comme ça. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas dans la même situation que toi, financièrement parlant. Je n'ai pas le même timing que toi. Je n'ai pas les mêmes besoins que toi. Et du coup, à un moment ou à un autre, ça part au clash. Et il y a beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui n'avanceront pas à cause de cette problématique humaine basique. Ok. T'en penses quoi du coup, Kevin ? Assez souvent, oui, c'est vrai que ça peut être un point important parce que on va se faire plein d'argent, comme l'a dit Nabil. Qu'est-ce que ça veut dire plein d'argent ? Peut-être que plein d'argent, pour toi, ça veut dire 10 000. Pour moi, ça veut dire 20 000 par mois. Que sais-je ? Donc, c'est pas assez clair. Je pense que ce sont des points. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais juste avant, sur le point que tu as évoqué, Lionel. Je pense qu'il faut faire l'effort, en effet, initialement, au stade peut-être pas de l'idée, mais juste quand j'ai commencé à structurer mon idée, à me dire, OK, je vais me lancer, si je m'associe, eh bien, comment est-ce que l'on s'associe ? Quelles sont nos perspectives à 1 an, 3 ans, 5 ans ? Alors, c'est rare, en effet. Sincèrement, je l'ai rarement vu également et vécu. Mais je pense que c'est important de faire cet effort-là. Si on peut donner un conseil peut-être aux personnes qui suivent ce podcast, faites-vous cette réflexion, faites cet effort, essayez de vous dire comment est-ce que je me projette. Et assez souvent, pour revenir aussi sur ton point d'avant, les personnes n'ont pas la prétention peut-être initiale ou même peut-être la réflexion de se dire je vais faire un exit ou bien je veux faire quelque chose de raisonné avec des investissements de temps en temps ou bien je vais passer mes vacances sur la boîte. En fait, ça vient comme ça vient. Ok, j'ai du chiffre. Allez, on profite, ça y est, j'en ai marre. Mais je vais aller plus loin. Ça vient aussi par rapport aux gens qui te disent un tel il a fait comme ça, un tel il a fait ça. Exactement. Et après, tu viens voir. On m'a dit. Alors nous, tu vas voir le comptable. Oh non, ça. On m'a dit que. Attendez. La règle, c'est ça. Qui est-ce qui vous a dit quoi ? Venons se pose et je vous explique. Assez souvent, ça se passe. Carrément. Ça, je l'ai rencontré plusieurs fois. Plusieurs fois. Et du coup, toi, tu te retrouves avec des gens qui sont dans une projection, des fois, j'allais dire hors sol. Et finalement, on en revient à notre business plan. Finalement, il sert beaucoup plus à l'entrepreneur pour lui-même qu'à d'autres ou quoi, même si on sait que c'est intéressant. Mais en vérité, ça sert... Parce que si je vais dans ton sens, Nabil, quand tu dis, savoir combien on va, entre guillemets, sortir à la fin du mois, combien on va se mettre dans les poches, le business plan peut te permettre de te le dire. Exactement. Et là, c'est concret. Et donc, effectivement... Et de là va découler la réponse ou une partie de la réponse à quelle structure je veux avoir. Parce qu'aujourd'hui... On a plein de vidéos sur YouTube ou autre, sur SASU ou SA vs SARL, etc. On les met en concurrence et on est en train de faire des calculs de charges sociales. C'est quoi les meilleures charges sociales ? Où est-ce que je peux prendre les meilleurs dividendes ? Comment je peux baisser mon IS, etc. Super, c'est très bien. Mais déjà, il y a des étapes avant d'arriver à là. Et c'est là où moi, je pense que le business plan, c'est pas trop du bullshit. C'est par rapport à ça. C'est... Comment je me vois dans 2 ans, dans 3 ans ? Est-ce que je vais ouvrir mon capital ? Comment j'aimerais me rémunérer ? Est-ce que je veux plutôt du salaire ou est-ce que je pars sur du dividende ? C'est de cette étape-là qu'on va pouvoir aller sur quelle structure je souhaite avoir. Mais on a tendance aujourd'hui à faire l'inverse. C'est-à-dire que, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que la personne, elle arrive en disant « Moi, c'est bon, je monte une SAS. » Mais pourquoi ? Mais parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait rien de mieux pour la SAS.
c'est la SAS en ce moment, c'est la SAS. Mais non, en fait, peut-être que la SARL ou le URL pour toi, elle sera peut-être plus efficace par rapport à ta situation personnelle. Mais on en revient encore une fois sur des basiques. Mais chez nous, c'est des fondamentaux. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est des fondamentaux que je pense que beaucoup n'ont pas. Alors, j'entends ce que tu dis, Nabil. Mais moi, ce que je pense, et honnêtement, et là, c'est plutôt parce que c'est pour ma team entrepreneur, en vérité, j'entends que c'est pertinent et que ça sert à quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que ça existe. Je dis pas que c'est bullshit. Je maîtrisais mes propos, mais en vérité, faut faire. Tu sais quoi? C'est une SAS. Si on dit demain, s'il faut mieux passer en SARL, tu la passeras en SARL. Déjà, crée de la valeur, crée de l'argent, crée du business. C'est ça. Tu vois? Et donc, c'est vrai que c'est embêtant de se dire que quand tu vas t'associer avec quelqu'un, avec ce que vous avez pointé du doigt, la question de combien on va gagner, c'est central. C'est pour ça que j'étais un petit peu en contradiction avec toi, en disant non, la personne elle doit être là pour le projet, et je vais même aller plus loin. Elle doit être là pour le challenge, pour le game, et se dire je vais monter un business, il va m'emmener où il va m'emmener, mais c'est un business qui me plaît, c'est un business où j'y crois, et je ne vais pas dire se poser la question après, mais à un moment, il faut y aller. Celui qui se pose trop de questions, ouais, mais moi, j'ai mon enfant qui est à la crèche, ça coûte tant, la voiture, etc. Tu vas jamais rien faire, Nabil. Je suis 100% d'accord. L'étudiant qui va se dire, ouais, mes études, il va pas le faire. Tu vois? Mais sauf que la réalité du business, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent être entrepreneurs tout en restant salariés. D'accord? Ça, c'est une grosse tendance actuelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une grosse tendance actuellement où c'est de dire, je suis salarié et le soir, de 20h à 22h, je suis entrepreneur. Donc, je crée ma micro à côté, mais moi, je suis plus malin que tout le monde. Vous inquiétez pas, hein, je vais réussir à faire les deux en même temps et je vais gagner des deux côtés. Mais pour moi, aujourd'hui, ça, c'est impossible. Non, mais attends. Ça dépend de la forme de boîte. Tu as vu, je t'ai proposé 5 formes. Effectivement, celui qui veut juste rentrer du cash, arrondir les fins de mois, il va pas aller très loin. Il va avoir cette boîte un petit peu Voilà, il sera limité, mais il n'a pas d'ambition. Mais il est peut-être seul. Maintenant, s'ils sont plusieurs, effectivement, tu ne peux pas rester indéfiniment. Après, tout au début, si tu as une période, moi je sais que tu dis, écoute, on lance le projet, on reste dans nos jobs, mais c'est pas un an, hein, c'est 3 mois, 6 mois, et puis il y en a un qui doit se jeter. Les gars, il faut prendre des risques. Sinon, reste salarié, justement. Reste salarié. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu l'idée qu'on donne aux gens, c'est-à-dire créer votre petite structure, votre micro. Et après, vous verrez si ça c'est pas des entrepreneurs. Pour moi, ça, c'est pas de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est des libérales. Je pense que c'est aussi par peur de se lancer dans le grand bain, de se dire ok, c'est bon, maintenant, je suis tout seul et j'ai plus mon patron qui va me payer mon salaire tous les mois, même si ça marche pas forcément ce que je fais. Et donc, du coup, moi, j'ai pas mal d'amis qui bossent, qui ont 35 heures sur la semaine, et pourtant, ils ont leur entreprise à côté et ça brasse ce que ça brasse. Donc, du coup, c'est vraiment, je pense, par peur de se dire ok, en fait, j'ai plus de sécurité derrière. Je me lance dans le grand bain. Mais Thibaut, ça veut dire que tu n'y crois pas. Ça veut dire que tu n'y crois pas. Ça veut dire que tu te dis pas que ça peut péter, ça peut aller plus haut. Et du coup, pour ça, il faudra prendre un risque. De toute façon, il y a deux choses que tu vends. C'est soit effectivement, tu vends du temps, d'accord, ou soit tu vends ton expérience et ton expertise. Donc à un moment, il faudra vendre quelque chose, tu vois. Et si tu vends rien, tu dis non, je donne pas mon temps, mon expertise, bah tu vas être limité, en fait. Mais est-ce que vous, à l'école, aujourd'hui, on vous incite à faire de l'entrepreneuriat? Alors, on nous incite, oui et non. On a quand même cette base de qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On va vraiment te guider sur des métiers vraiment salariat. Alors que l'entrepreneuriat, on va commencer à en parler en école de commerce, mais quand je vois des collègues qui sont dans d'autres écoles de droit ou écoles d'ingénieurs, etc., là, on va pas parler de tout ça. C'est vraiment, tu es en école d'ingénieur, tu vas faire ingénieur. Tu es en école de droit, tu vas être avocat, tu vas être juriste. Mais du coup, même en école d'entrepreneuriat, je vois, ça va être seulement à partir de mon master, on va avoir une spécialité entrepreneuriat et qu'on va commencer à réfléchir à des idées et il y a tout un programme autour de ça. Et donc, ça arrive quand même assez tardivement dans le cursus. Ok. Et tes potes, quand ils lancent leur boîte, ils pensent comment? Ils réfléchissent comment? Tu as déjà dû voir des potes ou tes camarades, des gens qui lancent un projet. Ils partent
un peu, j'allais dire, sans filet ou au contraire, c'est très structuré, c'est très accompagné? Tu le vois, c'est quoi les profils? Alors, je vais prendre l'exemple de mon pote Yann. En gros, il a commencé tout doux, dans son coin, à côté, il faisait son taf, il a fait son site internet, il a tout fait. Et d'un coup, il a mis un gros coup de boost, mais il a surtout délégué les tâches. Il s'est entouré et il a continué à faire marcher son entreprise. Mais du coup, c'était vraiment structuré dans le sens où il a réfléchi à tous ses produits. Mais comment ça, il a délégué? Eh ben, ils sont entourés. Par exemple, il vend, il fait des mugs personnalisés, il fait pour des food trucks, les devantures, etc. Ok. Et APLV. c'est ça. Et donc, en soi, lui, les clients, ça a marché sur 1, sur 2, sur 3. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille, parce que c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a beaucoup de bouche à oreille, ça fonctionne vachement. Et en fait, il s'est juste entouré d'un graphiste, et il fait le taf. Et donc, du coup, lui, il a juste à récupérer les demandes, et après, c'est parti, il délègue à son graphiste qui va faire qui va délivrer le produit. Donc du coup, ça nécessite moins de temps. Juste en structurant, en fait, en faisant sur un seul client, 2 clients, et ben il s'est développé comme ça. Mais il gagnerait plus d'argent s'il le faisait lui-même. Totalement. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi j'entends les gens qui veulent avoir des salariés dès le début, les gens qui pensent à déléguer dès le début. En fait, avant, c'est des larmes et du sang, les gars. Faut bosser comme des fous. Et là, tu bosses, et quand tu peux plus, tu te dis, il me faut quelqu'un. Et c'est comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, moi, la valeur première, c'est ça. On en revient encore une fois, c'est des fondamentaux, et ça tombe bien de rappeler les fondamentaux pour un premier épisode. mais vraiment, moi, si on me l'avait dit avant, j'aurais aimé avoir ces informations-là avant. C'est que avant de te lancer dans quelque chose, mais il faut que tu les sors. Le produit, tu le connais par cœur. Ton marché, tu le connais par cœur. Tu as été partout pour prêcher la bonne parole, pour expliquer ton business et charbonne pour pouvoir justement connaître tous les travers de ce business-là. Et après, tu vas te structurer, après, tu auras des questions qui vont arriver de manière naturelle et tu vas savoir t'entourer. Mais la valeur première, c'est travaille à fond ton marché. Et moi, ça me rappelle une anecdote, c'est qu'une fois, j'ai vu un post LinkedIn d'une fille qui avait lancé son institut. Alors, je ne sais pas si c'était un institut de beauté ou un truc dans le genre. Et en fait, elle avait tout fait, c'est-à-dire qu'elle avait pris le studio, acheté le matériel, fait le site internet, payé le marketing. Non, mais elle l'a expliqué elle-même. Hein. Elle a dit, en fait, j'ai tout fait à l'envers. C'est-à-dire que j'ai fait tout, mais arrivé à la fin, je n'avais pas de clients. Et en fait, franchement, c'était triste parce que je me suis dit, mais c'est pas la seule à avoir fait cette erreur-là. Il y en a plein qui l'ont fait cette erreur-là, sauf qu'on se garde on le dit pas. On dit que ce qui marche, on parle pas de ce qui marche pas. Et moi, je vais te raconter une histoire. Moi, mon premier site, je l'ai fait sur Wix. Je l'ai fait le soir dans mon lit. J'ai pas payé de développeur, j'ai payé personne. J'ai attendu que ce site sur Wix génère de la valeur, génère du chiffre d'affaires pour commencer à me dire, OK, je vais payer un gars pour me faire un beau site, etc. Et les gens me disaient, ouais, mais fais un beau site. Je dis, hey, je m'en fous. C'est pas la beauté du site qui compte, c'est la valeur qui est délivrée et que les gens, ils vont me dire, ouais, Lionel, ton site, il est pas terrible, mais ils viennent quand même parce que c'est du bon boulot qui est fait, tu vois. Parce que tu réponds à un besoin. Et vaut mieux des fois aller tester son marché plutôt que de se retrouver à essayer à chaque fois de le tordre et de charger sa boîte. Je suis d'accord. Il y a un expert comptable qui est là aujourd'hui, mais moi, ce que j'aime bien dire à tous les clients ou à tous les personnes que je rencontre et qui veulent rentrer dans le business, moi, je leur dis une seule chose, c'est je leur dis quelle est ta capacité à créer de la valeur? Et en répondant en 30 secondes. En 30 secondes, max, quelle est ta capacité à créer de la valeur? Et à partir de là, tout ce qu'on a mis en place, les business plans, etc., tout l'écosystème qui va être autour de toi, il va t'aider à avancer. Mais quelle est ta capacité à créer de la valeur? Qui gravitent autour de cette idée finalement, de cette création de valeur. Ouais. Je te rejoins tout à fait. Et toi, tu dis quoi? Business plan ou pas alors? On termine sur ça parce qu'on arrive sur la fin du podcast. On termine sur ça. Pour terminer sur ça, moi je pense que c'est pas la faute au livre de recettes si le gâteau est immangeable. Pas mal. Pas mal du tout celui-là. Pas mal du tout. C'est difficile. Assez souvent, on va être obligé de faire un business plan. Alors oui, business plan. Si on n'est pas dans l'obligation de faire un business plan et qu'on croit vraiment à son projet et qu'on a réussi à devenir vraiment expert de son domaine, de son produit ou de son service, de son marché, c'est pas obligatoire de faire un business plan. Voilà, ça n'engage que moi, encore une fois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais on est d'accord avec toi. Ouais, pas mal. Je pense qu'on est d'accord. Pas mal d'accord avec toi. Ouais. Moi, je pense qu'il faut
passer à l'écrit. Il faut poser ses idées il faut passer par l'écrit. Moi, je pense que ça, c'est obligatoire. Il faut gratter. Voilà. Et puis après, il faut aller voir son entourage, aller voir ses clients, aller voir les potentiels partenaires pour tester auprès d'eux ton idée, tester ton projet. Et après, let's go, on y va. Il ne faut pas trop attendre. T'en penses quoi, Thibaut, alors ? Moi, je pense que je reste sur mon avis de c'est important. Et puis, en fait, c'est encore plus important quand je vois l'impact que ça a auprès des experts comptables et auprès... il y en a besoin. Et si on en a besoin, c'est qu'il y a une raison. Donc, et pour se donner des directives dans son business, se donner des objectifs, comment on va procéder, etc. Pour pas y aller en mode freestyle. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait des erreurs. C'est en y allant en mode freestyle. Ouais, mais attends. Il faut faire des erreurs. Tu vois, on en reparlera dans un autre podcast, mais il faut faire des erreurs, les gars. Et ouais, parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, des fois, on part en mode freestyle et on est conscient que ça va peut-être passer, des fois, ça passe pas, mais quand ça passe, c'est génial, tu vois. Okay. Pour bien apprendre, il faut savoir tomber. Et ouais, exactement. Nabil, t'en penses quoi ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai juste envie de dire, testez votre marché. Vous ne faites pas avoir par tout ce qu'on peut entendre par ailleurs. Juste pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y avait un reportage, je crois que c'était Capital, où le gars a créé son camping. Tout le monde lui a dit ça ne marchera pas ton camping. Il n'y a que des randonneurs ici. Il n'y a que des randonneurs ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il n'y a que des randonneurs. Les randonneurs, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Tu ne vas pas y arriver. In fine, il fait 3 fois plus de chiffre d'affaires que tous les autres. Lourd. Donc, testez votre marché. Ok, merci les gars. C'était un peu court. C'est le premier. C'était super important l'échange qu'on a eu. C'était super intéressant surtout. J'en profite pour dire à l'audience que s'ils ont apprécié le podcast, de s'abonner, de partager, de liker, de laisser des commentaires. Nous, on va commencer à vous proposer des sujets super intéressants. On va améliorer du coup le contenu. N'hésitez pas même à nous donner des petits conseils. Nous, on est preneurs, on aime bien les feedbacks en tant qu'entrepreneurs et en tant que personnes qui portons des projets. C'est super important pour nous. En tout cas, voilà, merci les gars, c'est top. Est-ce qu'il y a peut-être un petit mot de la fin pour les uns et les autres ? Ravi d'avoir participé à ce podcast. Le mot de la fin, j'encourage toutes les personnes qui sont désireuses, si je puis dire, de monter une société, d'essayer d'aller au bout en effet de leur projet, d'essayer de faire mûrir tout ça et de passer à l'action comme tu l'as si bien dit durant ce podcast, Lionel. Merci à tous. Okay. Tim ? Et pour moi, pour le coup, ça serait vraiment de s'intéresser à tous les domaines pour trouver sa voie et se lancer. C'est vraiment sur ça. Il faut dire aux gens de nous suivre et regarder le podcast parce qu'on va parler de tout, de tous les sujets. On a commencé sur des premiers sujets, mais on va ouvrir sur tout. C'est exactement ça et c'est exactement ce que tu viens de dire. Nous, l'idée du podcast, c'était vraiment de parler vrai. Ouais. On dit que vrai reconnaît vrai, mais c'est parce que nous, ce qu'on veut, c'est parler vrai, parce qu'on aurait aimé avoir aussi ce discours vrai qu'on n'a pas forcément. Et moi, ce que j'incite aujourd'hui, c'est n'importe quel porteur de projet, bien évidemment, de foncer, de passer à l'action, mais de ne pas se voiler la face et d'être conscient de ces choses qui peuvent avoir un impact important. Donc, foncez, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les on-dit, foncez, faites-vous votre propre idée du business, testez votre marché et déjà, vous êtes dans la bonne direction. Yes, merci. Je terminerai par, si vous souhaitez contacter l'un d'entre nous, tous les contacts seront dans la description. Savoir des services de Kevin, de Nabil, bientôt de Thibaut, avec plaisir. Moi-même. On met tout dans la description et puis on se dit à bientôt. Merci. À plus tard.